Par quoi on va commencer? Je pense qu'on va commencer par regarder le trailer en entier, sans commentaire. Salut Cyrano. Non, ça va pas mieux du tout. J'ai de la fièvre, je suis au bout de ma vie. Donc je pense qu'on va... Moi aussi le trailer m'a hypé. Et justement je vais m'énerver contre les gens que ça ne hype pas. Et qui sont des gâcheurs de fêtes, des empêcheurs de tourner en rond qui me cassent les couilles. Mais vraiment, il y a des gens qui me cassent les couilles. Parce que j'ai fait plusieurs annonces. Et j'ai eu plein de pinailleurs, de râleurs, de gens qui sont jamais contents. Et j'en ai marre, franchement j'en ai marre. Ok, c'est pas un film français, ok, ça va pas être un film exact historiquement, c'est pas le but. Mais arrêtez, putain, arrêtez. Je vais le mettre en français et puis je vais pas l'interrompre. Et ensuite, on fera du image par image et on décryptera ça ensemble pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Parce que évidemment, il y a des choses qui ne vont pas. Mais pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont, et je vous expliquerai pourquoi, et pourquoi il faut arrêter de casser les couilles pour des détails. De toute façon, aucun Napoléon ne sera mieux que Christian Clavier. Bah, c'est la vidéo que j'ai fait avec Chantran, justement. Non, Clavier n'était pas le meilleur Napoléon, mais c'était un très bon Napoléon. On se regarde la bande-annonce, sans commentaire, et ensuite on débrief. Vous devez avoir vu le chaos qui règne dans la rue. Toulon doit servir d'exemple, sinon d'autres villes seront prises. Quel serait votre plan si vous deviez remplir cette mission de défense? Je vous ai promis de grands succès. Quel étrange costume portez-vous? Ceci est mon uniforme. J'ai conduit nos troupes à la victoire à Toulon. Quel est votre nom? Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer? Napoléon. Je suis destiné à de grandes choses. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier. Je vous suggère le titre de roi. Pouvons-nous voter? Cette vermine a pris le monde en otage avec son égotisme et son manque de bonnes manières. Tu crois être un grand homme. Mais tu n'es qu'une toute petite brute. Et tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. L'Europe tout entière unit ses forces contre moi. Que se passera-t-il si tu reviens vaincu? Majesté, on est découvert. Bien. On est sur la glace! C'est un piège! Je suis le premier à reconnaître mes erreurs. Seulement, je n'en fais jamais. Voilà, voilà. Alors, je reviens. On va se faire du scène par scène. Alors, attendez, je remets le chat. Tac. Tac. Le terme tyran, pas étonnant. On va y revenir, on va y revenir. On va faire du scène par scène, ok? Alors, déjà, la première scène. Ce plan-là, il est incroyable. Il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est cinématographiquement, en termes de photographie, ce que vous voulez, il est magnifique. L'armée française qui défile dans le désert, qui semble, vu qu'il y a un massif montagneux sur la droite, qui semble se diriger vers un désert aride où il n'y a rien. Et Napoléon qui tourne le dos à la scène, qui est confiant. Il n'a même pas besoin de regarder ce qui se passe, tellement il contrôle tout. Elle est incroyable cette scène, elle est magnifique. Donc la première scène, ça commence bien. Celle-ci a fait beaucoup parler, on va la revoir. C'est le fameux Napoléon qui charge à cheval. Alors on va en parler.
Faut que je revienne sur un autre écran. Hop. On va en parler parce que j'ai pas retrouvé la source, parce que bizarrement elle a disparu, mais j'avais déjà fait un tweet là-dessus. Des gens qui... attendez, quand il n'y a pas un petit fond musical, je me sens pas bien. Hop. Il y a des gens qui chipotent là-dessus, et ça aussi ça m'énerve. Oui, Napoléon ne chargeait pas à cheval à la tête de ses troupes. Quoique, si on veut vraiment casser les couilles, comme c'est le cas de ces gens, on retrouve des sources qui... c'est la bataille de Lonato en 1796, pendant la campagne d'Italie. J'ai essayé de retrouver ces sources, mais bizarrement, elles ont disparu, même sur la page Wikipédia, je sais pas pourquoi. Mais on pouvait lire à l'époque, alors je me relis, oui, Bonaparte a chargé à la tête de ses troupes, par exemple à Lonato en 96, où, et là je cite la source en question, face à Kvazdanovic, il va épuiser 5 chevaux sous lui, il est partout, il participe à toutes les charges avec ses généraux. Je n'ai pas retrouvé l'article ni la source, c'est pour ça que j'ai dû relire mon tweet, mais oui, Napoléon a chargé à cheval. Alors certes, c'était ponctuel, c'était rare, mais... Je vais remettre l'image. Il est où mon petit film là? Il est là, tac. C'est cinématographique, la scène est belle et surtout ça sert le personnage. C'est pour montrer que Napoléon est allé au carton, que Napoléon part de rien. Enfin, il ne part pas de rien, mais c'est le postulat de Ridley Scott. Napoléon est allé au carton au siège de Toulon pendant la campagne d'Italie. C'est pour illustrer ça de la plus belle des manières, c'est-à-dire avec un cheval ensanglanté, et la scène est magnifique. Pourquoi venir pinailler là-dessus et rejeter le film en bloc uniquement parce que Napoléon n'était pas du genre, sur la fin et sur la suite de sa carrière, à charger à cheval à la tête de ses troupes. Moi je trouve que cette scène est très belle. Elle n'illustre pas la réalité historique, sauf si on va chercher, si on va pinailler. Mais ils veulent pinailler, donc je suis allé pinailler. J'ai ressorti la bataille de Lonato. Mais il faut arrêter de pinailler là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est mon avis. La charge est bordélique au possible, oui, et encore il y a pire. Il y a pire, on va voir ça tout à l'heure. Je remets le full screen. Alors ça c'est l'incendie de Moscou, on va pas revenir là-dessus. Quoique là aussi il y a des gens, j'ai vu des gens critiquer les effets spéciaux, alors que personnellement je les trouve magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve les effets spéciaux très réussis. Le sacre. Alors là ça va commencer à se gâter. Parce que j'ai dit il n'y a pas que du positif dans ce film. Qu'est-ce que c'est que cette Marie-Antoinette? On est tous d'accord là-dessus je pense. Alors ça c'est Barras qui est joué par Tahar Rahim. C'est un... Tahar Rahim est un très bon acteur. Il s'avère qu'il est d'origine marocaine si je dis pas de bêtises, ou algérienne. Mais Barras était aussi... il avait une peau assez marquée, donc franchement j'ai pas envie de pinailler là-dessus non plus. C'est pas assez grave pour qu'on le relève. Avoir vu le chaos qui règne dans la rue. Cette scène a été critiquée notamment par... Alors attendez, hop. Lui là qui est un youtubeur que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle... sa chaîne s'appelle History Legend. Et vraiment c'est un super youtubeur. Mais son titre c'est Napoleon Movie is going to be horrific. Je pense qu'il abuse, mais... justement, il s'arrête sur ce genre de détails pour descendre le film en bloc et moi ça m'énerve. Mais c'est un très bon youtubeur. Donc lui, il a reproché à cette scène d'être inspiré d'Assassin's Creed Unity. Alors je pense pas que Ridley Scott soit un grand consommateur d'Assassin's Creed Unity déjà. Et on a aussi reproché la colorimétrie de cette scène. Alors ça c'est du Ridley Scott tout craché pour le coup. C'est son filtre bleu dégueulasse qu'il met partout. Je suis d'accord, c'est pas beau. Je déteste le filtre bleu de Ridley Scott. Et ah oui, là aussi, là où les gens me cassent les couilles, c'est quand ils nous parlent des drapeaux français. Gna gna gna, en 93, il n'y avait pas encore le drapeau tricolore, il n'intervient que 2 ans plus tard. Oui,
mais on s'en bat les couilles. Putain, c'est un film qui est destiné à l'international, ça parle à tout le monde cette scène, c'est le peuple français. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Un Américain n'en a rien à carrer, ça ne parle à personne, un drapeau ultra technique. Et moi, ce qui m'a le plus saoulé, ce sont les pinailleurs. Il y a des gens qui pinaillent pour pas grand-chose. En quoi c'est important que les drapeaux ne soient pas exactement les mêmes? Franchement, il m'énerve, il m'énerve. Ça aussi, ça m'énerve. Qu'est-ce que c'est que cette Marie-Antoinette dégueulasse? Elle est en plus... C'est tout l'inverse de la vraie Marie-Antoinette. Elle a l'air arrogante, elle a l'air de mépriser les gens qui lui jettent des tomates. Ses cheveux, c'est une catastrophe, on dirait Cyndi Lauper, il n'y a rien qui va. Toulon doit servir d'exemple, sinon d'autres villes seront prises. Barras. Ses cheveux, c'est n'importe quoi, on lui coupe quoi là? Une perruque? Dans ce cas, enlevez-lui sa perruque. Et puis en plus, les cheveux, bon... Là, c'est moi qui pinaille, mais les cheveux, on lui coupe dans sa cellule, hein, on lui coupe pas devant tout le monde. Et puis en plus, elle est moche, exactement. Marie-Antoinette était réputée magnifique. Là, elle est moche, elle est arrogante, elle est méprisante, ça va pas du tout. Bonaparte n'était pas là au moment de l'exécution, il était en Corse. Il n'était pas là d'ailleurs pendant quasiment toute la Révolution parce qu'il ne se sentait pas concerné. Il se sentait encore corse et il n'a pas voulu s'en mêler. Ridley Scott a choisi, je ne sais pas pourquoi, d'ouvrir le film, peut-être, ou en tout cas la bande-annonce, sur cette scène en y mêlant Bonaparte. Il faudra attendre le film pour en savoir plus, mais ça rejoint beaucoup de choses, c'est que Ridley Scott s'arrange beaucoup avec la réalité pour servir son narratif. Donc attendons de voir quel est ce narratif, justement. En tout cas, il a pas l'air joyeux de ce qu'il voit, alors que on peut observer que la foule est en colère, hargneuse, enfin c'est des sans-culottes, hein, c'était les plus virulents. Et Napoléon regarde ça d'un œil critique, observateur, comme il l'a fait aux Tuileries d'ailleurs, quand il a sauvé des gardes suisses. Si c'est dans ce sens-là qu'il a voulu l'insérer dans ce récit, d'un air dégoûté de voir le peuple guillotiner sa reine et son roi, ce qui était vrai historiquement, qu'il ait été là ou pas, si ça sert le narratif, moi je dis pourquoi pas. Quel serait votre plan si vous deviez remplir cette mission de défense? Alors là c'est le fameux 13 Vendémiaire. Oui, il a eu lieu de nuit. J'ai lu ça aussi sur Twitter et dans les commentaires que j'ai reçus. Encore une fois, on s'en fout. Ça n'est pas important, ça n'est pas un documentaire. Et aussi les drapeaux, c'est pas les bons, blablabla. On voit que c'est des royalistes. Allez expliquer à un Américain la différence entre le drapeau blanc à fleur de lys ou le drapeau bleu à fleur de lys. Il faut que ça parle. C'est un film grand public, je suis navré de le dire. C'est un film grand public, il faut que ça parle au grand public. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Voilà, ça reste des détails, c'est exactement ce que je dis. Mais que les gens relèvent les détails, c'est pas un problème. Moi, personnellement, je serais incapable de les relever parce que j'ai pas ce côté geek. J'ai jamais été passionné par les uniformes, par l'héraldique, etc. Donc, il y a énormément d'erreurs qui peuvent me passer sous le nez. Mais pour un film grand public, pour moi, ça n'est pas grave, ça n'est pas important. Il faut arrêter de nous casser les couilles avec des détails et de rejeter tout un film en bloc pour 3 fleurs de lys qui sont mal placées, quoi, merde. Les canons de Murat, cette scène, je la trouve très stylée. Magnifique. Je vous ai promis de grands succès. Ça, c'est Toulon. Le siège de Toulon, alors là c'est clairement un manque de figurants je pense, hein. Cette disposition est très, très spéciale. Mais encore une fois, les effets spéciaux, les décors sont très jolis et la lumière, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure à Paris, la lumière est bien gérée. Quel étrange costume portez-vous? Ceci est mon uniforme. Ah, j'ai failli rater ça. Ça aussi, ça va pas. Comme Marie-Antoinette, je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est la même vulgarité dans l'accoutrement, dans la coupe de cheveux. Je sais pas quel est ce choix artistique. On dirait une teinte à 10 € quoi. Je suis désolé. C'est pas Joséphine de Beauharnais, ça n'a rien à voir avec la classe que pouvait avoir Joséphine. C'est horrible, horrible. Je ne comprends pas. Non pas le casting, mais le maquillage. Pour moi, on est dans la même veine que Marie-Antoinette.
Elle a pas eu les cheveux rasés à cause de son mari. Oui, mais ça remonte, ça remonte. Et quand bien même elle les aurait eu rasés, il y a des perruques, et on ne se les coiffe pas comme ça. Là, c'est une coupe de cheveux de féministe névrosée, je suis désolé. Quel étrange costume portez-vous? Ceci est mon uniforme. Le siège de Toulon, où Napoléon est allé au carton. Alors peut-être pas comme ça, le sabre à la main en train de monter sur une échelle. Mais Napoléon d'ailleurs, il a chopé la Galle, si je dis pas de bêtises, au siège de Toulon en rechargeant lui-même une pièce d'artillerie. J'ai conduit nos troupes à la victoire à Toulon. Cette scène aussi. Là. Ne me dites pas que les effets spéciaux sont dégueulasses, s'il vous plaît. Ici, ne me dites pas que les effets spéciaux sont dégueulasses. C'est magnifique. C'est magnifique. Et surtout quand c'est des vaisseaux anglais qui brûlent. Il n'y a pas du tout ce côté jeu vidéo mal fait. La lumière, les couleurs, tout est très bien géré. L'éclairage, ils sont magnifiques. Je suis désolé. Quel est votre nom? Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer? Ah, elle est moche, putain. Elle est moche. Enfin, elle est pas moche, mais elle est mal arrangée, quoi. Et ça, c'est un choix artistique, mais je ne le comprends pas. Napoléon. Ça aussi. Ça, c'est pour moi la plus... Bah, ça, c'est un célèbre tableau que j'ai, d'ailleurs. C'est magnifique. Et là, encore une fois, évidemment, ce sont des effets spéciaux. Ça fait pas du tout jeu vidéo mal foutu. C'est beau, c'est réaliste, c'est crédible. Il y a l'armée en fond. C'est comme sur le tableau. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. La fameuse scène qui a fait couler beaucoup d'encre. Non, Napoléon n'a pas tiré au canon sur les pyramides. D'ailleurs, les pyramides étaient à 70 bornes de là, je crois, on les voyait à peine. Et je me suis interrogé sur pourquoi Ridley Scott a fait ça. À mon avis, c'est évidemment uniquement pour le côté action, pour le côté impressionnant. Puis déjà, si un canon si un canon vient à tirer au sommet de la pyramide, c'est que l'artilleur avait très mal fait ses calculs, quoi. Mais pourquoi avoir fait cette scène? Bon, on voit qu'il y a l'armée des Mamelouks juste devant. Donc, que Ridley Scott ait placé les pyramides à côté, ok, c'est pour un souci esthétique, de la même manière que Napoléon, dans un souci de propagande, avait appelé ça la bataille des pyramides alors qu'elles étaient à perpète. Pourquoi avoir reproduit des éclats de canon sur ces pyramides? J'ai essayé de m'interroger, et moi, ma conclusion, c'est que Ridley Scott est dans sa logique du Napoléon self-made man, du Napoléon conquérant. Et pour moi, quand Napoléon arrive devant ces 40 siècles d'histoire, il dit « Ces 40 siècles d'histoire, je les domine. C'est moi maintenant le nouveau conquérant. » Et c'est pour ça que des canons arrivent par hasard ou non sur les pyramides. Pour moi, c'est une connerie. Hein. On est d'accord, c'est une connerie. Mais on n'est pas du tout dans des délires de maître Gims ou de quoi. Ou alors c'était peut-être pour couper l'électricité aux Mamelouks. C'était pour couper leur source d'électricité. Parce que c'était un avantage énorme à l'époque pour les Mamelouks de pouvoir communiquer ensemble via la 5G. Je pense que si il a demandé à ses artilleurs de viser le sommet des pyramides, c'était pour leur couper l'électricité. C'est à méditer, c'est à méditer. Mais je reste sur ma première théorie quand même. Je suis destiné à de grandes choses. Alors voilà une... Ah, là c'était bien, juste avant c'était bien. Une charge de cavalerie ordonnée, voilà, en rang serré, parce que le but d'une charge de cavalerie c'est quand même de faire bloc. Et là... Alors la scène est très jolie, hein. Moi j'aime beaucoup esthétiquement, mais militairement parlant c'est n'importe quoi. Mais je comprends ceux qui pinaillent. Je comprends ceux qui pinaillent là-dessus. Une charge de cavalerie, sauf pour un mamelouk abruti, ça ne se fait pas comme ça se fait en rang serré. Et surtout, là, je sais pas pourquoi, devant, j'ai l'impression que c'est les tirailleurs, comme si les tirailleurs n'avaient pas eu le temps de se replier avant. Et puis on charge pas sur une troupe qui a pas été, comme dit Clavier dans le film d'ailleurs, qui a pas été travaillée par du canon juste avant. Donc c'est aberrant militairement. Mais je trouve que la scène est jolie et peut-être que Ridley Scott a préféré l'esthétisme au réalisme. Mais ceux au pouvoir ne me voient que... Là, bah, je pense que c'est la même scène, hein, sauf qu'elle est filmée du dessus. Je pense que pour le coup, il a privilégié l'esthétisme. Mais on est d'accord, militairement, c'est n'importe quoi. Exactement, c'est la boutique Napoléon qui a fourni pas mal de trucs. Que je salue d'ailleurs, je salue la boutique Napoléon. Comme un guerrier.
Donc là, voilà, comme je l'ai dit, ça sert le récit d'un Napoléon qui est allé au carton, qui est un homme ambitieux, qui n'a pas hésité à se mouiller, parce qu'il l'a fait à Arcole, partout, certes pas à cheval, sauf à Lonato, encore une fois. Mais pour moi, tant que ça sert le récit et le narratif, c'est pas un problème, il faut arrêter. Ça, je me demande si c'est pas la rencontre de Laffray avec les soldats qui le félicitent. Alors, j'en ai aucune certitude, mais c'est fort possible. Ça me rappelle beaucoup la scène avec Clavier. Oui, proche de ces hommes, mais pour moi, c'est Laffray quand tout le monde le... Quand le 17ème de ligne, non. Oui, c'est ça. Si, le 17ème de ligne. Je dis peut-être des conneries. Hein. Oui, c'est ça, c'est le retour de l'île d'Elbe et la rencontre de Laffray. Non, du 7ème de ligne, si je dis pas de bêtises. 5ème 5ème, 7ème, je sais plus. Suggère le titre de roi. Ah oui, lui. Alors, je sais pas qui c'est. J'ai lu, je sais plus où, que ça pourrait être Talleyrand. Si c'est le cas, c'est n'importe quoi. Il est pas ressemblant. Et il lui suggère le titre du roi. Je me demande, est-ce que c'est pas Sieyès? Mais peu importe. Hein. Il y a tellement d'erreurs de casting dans ce film que... Si c'est Talleyrand, pour moi, c'est raté. Hein. C'est ni ressemblant, même... Talleyrand, John Malkovich, moi j'ai beaucoup aimé, je sais pas ce que vous en avez pensé dans le Napoléon de Clavier, enfin de Clavier, avec Clavier. J'ai beaucoup aimé John Malkovich en Talleyrand. Quand bien même il est pas ressemblant, pas si ressemblant, son visage dégage quelque chose de Talleyrand, alors que lui, son visage dégage rien du tout. Ça aurait pu être Sieyès, mais pas Talleyrand. Mais Malkovich, il a le visage trop émacié, mais il est très bon, il dégage quelque chose. Lui, il dégage rien du tout. Titre de roi. Ah, le coup d'état. Encore une scène que je trouve extrêmement stylée. Puis regardez-moi ces grenadiers. Alors encore une fois, je ne suis pas un expert des uniformes. Il y a peut-être des conneries là-dedans, j'en sais rien. Mais ils sont beaux, putain. Ces bonnets à poil d'ours là. J'adore cette scène. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pouvons-nous voter? Alors pour moi ça, c'est pas réaliste évidemment. Leur manière de braquer leurs armes, c'est trop rapide. Ça ressemble à Hit, quoi. On est dans Hit là, c'est un braquage. Et c'est pour moi une touche de modernisme qu'a voulu apporter Ridley Scott pour donner de l'impact à la scène. Mais quand t'as ces grenadiers qui déboulent, qui braquent, et Napoléon qui sort Can We Talk, hein, je sais plus ce qu'il dit dans la VO, ultra stylé, c'est magnifique. Mais là on est clairement sur du braquage de banque là. Hein. Pouvons-nous voter? J'ai raté la mise en jeu. Le titre de roi. Oh mais non, ça bug. Ça bug. De roi. Pouvons-nous voter? Très stylé. Même si, encore une fois, ce n'est pas réaliste. Napoléon lui-même bafouillait et bégayait devant les députés parce qu'il ne sait pas y faire avec les hommes politiques. C'est son frère qui a dû lui sauver les miches. Mais cette scène digne d'un braquage, je pense que c'est un petit clin d'œil. Et encore une fois, c'est pas réaliste. Mais je trouve ça très stylé et je n'ai aucun problème avec ça. La scène est magnifique, pas réaliste, mais magnifique. Oui, c'est ça, et beaucoup de scènes sont dans ce genre-là. Bon, là, c'est le couronnement. Et d'ailleurs, sur cette scène, on va parler de Joaquin Phoenix après. Mais la seule chose qui va pas pour moi avec Joaquin Phoenix, que je valide totalement en Napoléon, totalement, c'est le bec de lièvre, là. Ils auraient dû corriger ça, ça va pas. Je sais pas ce que vous pensez de la scène du couronnement, je la trouve jolie. Voilà, je la trouve assez... Il y a du monde, les gens sont sur leur 31, c'est pas cheap comme le couronnement du roi d'Angleterre. Je trouve que ça va. Bon, je mets trop de pause, ça bug. Après j'ai trop de fenêtres ouvertes aussi, hein. J'ai pas un PC surpuissant là, faut faire plus de subs. Je plaisante bien sûr. Ah, ça c'est Waterloo.
Donc certes, on n'est pas dans le Waterloo de Sergueï Bondarchuk, il n'y a pas autant de figurants, les lignes sont assez clairsemées, mais la scène est jolie. Je pense que c'est pas le même budget, d'autant que Bondarchuk avait réquisitionné l'armée, laquelle d'ailleurs, si quelqu'un pouvait me rappeler ça dans le chat. Mais Sergueï Bondarchuk pour son Waterloo avait réquisitionné l'armée slovène, peut-être, je sais plus. En tout cas, bon, c'est pas la même densité, mais le plan est assez large et assez joli. C'était pas l'armée russe, il me semble pas. Hein. C'était un pays de l'Union soviétique, mais pas les Russes, bulgares peut-être. Donc ça c'est les Anglais retranchés. Termine. A pris le monde. Parlons de cette scène. Déjà, je la trouve pas jolie. Évidemment, elle est moins impressionnante que dans le Waterloo de Bondarchuk. Les carrés sont trop petits. Il doit y avoir, comme le dit le youtubeur que je vous ai cité tout à l'heure, History Legend, il doit y avoir 200 hommes dans ce carré alors que normalement il y en a 500. Bon, ok, mais même ça paraît trop petit, même pour un non spécialiste. Et deuxième chose très importante, les carrés sont côte à côte, c'est-à-dire qu'ils se tirent dessus mutuellement, alors que normalement ils sont placés plutôt en losange. Ça aussi il en parle dans sa vidéo. Là c'est n'importe quoi, et oui, là c'est un peu cheap. Là j'avoue, sans faire du pinaillage, c'est un peu cheap. Les cavaliers ont l'air de faire n'importe quoi autour, même dans le Napoléon de Clavier c'était mieux fait. Cette scène c'est non. Carré trop petit, y a aucune, elle ne dégage rien, c'est moche, ça va pas du tout. Les plans serrés sur les carrés, ouais, mais les plans serrés c'est un peu triché. Là il a voulu ne pas tricher, mais c'est raté. En otage. L'incendie de Moscou, encore une fois, effets spéciaux réussis, je suis désolé. Avec son égotisme et son manque de bonne manière. Alors ça c'est quoi, je ne sais pas, c'est une revue ou l'entrée dans une ville peut-être, l'entrée à Berlin. Oui, je sais plus qui, il se reconnaîtra peut-être, m'a dit en message privé sur Instagram qu'il y avait trop de cul à son goût. Ça fait partie de la vie de Napoléon, hein. Dans le Napoléon de Clavier il y en a aussi, même si ça ne nous est pas montré. Voilà, là aussi il faut arrêter de monter sur ces grands chevaux, quoi. Le tyran, alors parlons-en de tyran. Pour moi et surtout pour les anglo-saxons, c'est encore moins péjoratif. Si vous voulez on regarde, hein, ça m'a pris 2 secondes. Mince. Hop, j'ai tapé définition tyran. Voilà, chez les Grecs, celui qui s'empare du pouvoir par la force. Voilà, coup d'état du 18 Brumaire, Napoléon. Personne qui, ayant le pouvoir suprême, l'exerce de manière absolue, oppressive. Même ça, ça colle. Après, oppressif, c'est un peu péjoratif, certes. Mais le terme tyran n'est pas du tout péjoratif. Et encore moins pour un public anglo-saxon, je me répète. On va terminer avec la bande-annonce. Je crois être un Alors ça c'est quoi? grand homme. J'ai pas fait attention à cette scène. Donc là il est en rouge, donc est-ce que c'est pendant le consulat? Est-ce que c'est après? Ah non, c'est l'attentat de la rue Saint-Nicaise, on voit sa carriole en feu là. Putain, mais en 2h20, enfin 2h30 on va dire pour être large, 2h30 de film, il a quand même dressé énormément de... Il a quand même traité énormément de sujets, quoi. Je sais pas comment il a fait, ça doit s'enchaîner à un rythme fou. Et je sais pas si c'est positif ou négatif, mais il a pas dû rentrer dans les détails de beaucoup de... Ouais, ça va être speed. Ça va être speed et... À voir, à voir. Mais à mon avis, c'est le but, ça va être très intense, ça va être une ascension puis une chute. Ça va être à la manière du... Ça va être du Scorsese, je pense. Ça va être à la manière des... Casino, les affranchis, ça va être une ascension, bam bam bam, ça s'enchaîne, et la chute arrive aussi vite que l'ascension. Je crois être un grand homme. Alors ça, impossible de deviner où, c'est peut-être le vol de l'aigle, le retour de l'île d'Elbe. Mais tu n'es qu'une toute petite brute, et tu n'es rien si je ne suis pas avec... Alors ça c'est son rapport avec Joséphine, j'ai eu très peur au début d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. Je suis retourné sur la page Wikipédia pour le retrouver.
quand Ridley Scott avait donné sa première interview. Alors Napoléon est un homme qui m'a toujours fasciné et il est sorti de nulle part pour gouverner tout le monde. Bon, ça c'est le côté self-made man, on a bien compris, c'est comme ça que Ridley Scott, en bon anglo-saxon qu'il est, avait envie de présenter Napoléon. Napoléon n'est pas qu'un self-made man, mais il l'a été et pourquoi pas. Mais la phrase qui m'avait fait peur, c'est la deuxième, celle que j'ai surlignée en rouge. Mais pendant tout ce temps, il menait une guerre amoureuse avec sa femme adultère Joséphine. Il a conquis le monde pour essayer de gagner son amour, n'importe quoi. Et quand il ne le pouvait pas, il l'a conquis pour la détruire et s'est détruit dans ce processus. Analyse 2 sur 10, 2 sur 20 franchement. Et moi j'ai eu peur qu'il nous fasse un truc... à l'eau de rose, où tout tourne autour de Joséphine. Il semblerait qu'il se soit ravisé et que ce soit pas le cas. Voilà, bref, on va continuer. C'est la comtesse Walewska, tu penses? Non, c'est la même actrice, non? Et puis il a jamais eu ce rapport toxique avec la comtesse Walewska. Alors ça c'est Fontainebleau, si je dis pas de bêtises. Ça aussi, ce plan est très joli. Ça c'est quoi? Ça c'est, je crois que c'est pour la campagne, c'est pendant les 100 jours, c'est pour la campagne de Belgique. Europe tout entier. J'arrive pas bien à voir. Paris, oui c'est ça, c'est pour la campagne de... C'est pour la campagne de Belgique, si je dis pas de bêtises. Qui a réuni ses forces contre... Alors ça c'est Austerlitz. Ça aussi, il y a une scène qui est magnifique, mais qui est semi-bidon. Mais la manière dont il l'a tourné est très stylée. Et c'est pour ça que je le répète encore une fois, ce film ne sera pas un film historique au sens propre, mais il a réussi, à partir de choses semi-détournées et pas tout à fait exactes, je trouve qu'il a réussi à faire des choses cinématographiquement très sympas. Magnifique mais bidon, c'est exactement ce que... En bidon mais magnifique, je le mettrai à l'envers. Alors ça c'est les grenadiers russes. Mais regardez, je trouve la photographie très jolie. Malgré le filtre bleu à la con. Que passera-t-il si tu reviens vaincu? Ça aussi c'est les... Ah, on voit les Ulan autrichiens derrière. Là il y a du monde, là il y a un effet masse. Mais après c'est facile, s'il y avait un plan de dessus ce serait une autre histoire. Là, cette scène est géniale. Ça n'a pas de réalité historique, enfin si, mais c'est pas exactement ça. Mais elle est géniale. Majesté, on est découvert. Bien. On est sur la glace! C'est un piège! Je suis le premier à reconnaître mes erreurs. Elle est magnifique. Cette scène est magnifique. Alors, là, dans le film, c'est tourné comme s'il avait voulu attirer les Autrichiens. Ce qui est vrai pour le piège du plateau de Pratzen, mais là, c'est pas le cas puisqu'il les attire sur la glace. En réalité, il les a jamais attirés sur la glace. C'est après la bataille, lorsque la bataille est gagnée, les Autrichiens s'enfuient et là, Napoléon ordonne de faire tirer au canon sur la glace pour que la glace se brise sous les pieds des Autrichiens, des Austro-Russes, et enfin des Autrichiens, uniquement des Autrichiens, il me semble, pour les noyer. Voilà, c'est pas beau, c'est comme ça, c'est la guerre. Mais en aucun cas, c'était un piège, c'était une volonté de les attirer. Mais il a essayé de réunir... Il a essayé de réunir le piège du plateau de Pratzen et cet épisode célèbre pour en faire cette scène. Et comme je le disais tout à l'heure, le film faisant 2h30 et étant donné qu'il a l'air de traiter énormément de sujets, énormément de batailles, etc., je pense qu'il a fait un peu un mix esthétique de plein de trucs. Donc moi cette scène je l'adore, je vais la remettre d'ailleurs. Et en anglais c'est encore plus... quand on les entend hurler « It's a trap » et puis les canons se découvrent et... Elle est super cette scène. Pour moi. Que se passera-t-il si tu reviens vaincu? Majesté, on est découvert. Bien. On est sur la glace! C'est un piège! Je suis le premier à reconnaître mes erreurs. Elle est belle, l'image est belle, l'intensité, c'est... J'ai hâte, j'ai vraiment très hâte, et je le répète... Ah, c'est Davout avec lui? Parce qu'on l'a pas vu encore, Davout. Davout qui lui aussi est joué par un acteur franco-marocain, mais ça va, il a la calvasse qu'il faut, il ressemble. Alors il est où Davout? On
Non, c'est vrai. Majesté, on est découvert. Ça, ah oui, peut-être. Peut-être. Bien. Bon, je crois qu'on en a fini ou presque avec cette bande-annonce. La glorieuse Calvas. Arrêtez de m'appeler pendant que je stream. Seulement, je n'en fais jamais. Je crois que c'est fini pour le coup. Oui. Voilà. Bon. Débriefons, débriefons. Êtes-vous... Bon, j'allais mettre hypé, mais il y a des gens qui vont chialer parce que j'ai utilisé un terme anglo-saxon. Ok, êtes-vous emballé, voilà, emballé par cette bande-annonce. Voilà, j'ai même pas mis trailer. Oui, non, j'attends le film. Sous-entendu, j'attends le film pour me prononcer. On va mettre 2 minutes. Allez, c'est parti. Le sondage est lancé dans le chat. C'est à vous. Campagne d'Égypte 2h30, oui, mais qui a envie de regarder un film de 2h30 sur la campagne d'Égypte à part un passionné de l'Empire? Ouais, même le mot film est un... C'est pour ça on s'en sort plus. Sur le montage et l'intrigue amoureuse. Évidemment qu'on attend tous le film pour avoir un avis définitif, mais moi je le sens comme ça. Je vais vous donner mon ressenti. Ça va pas être un film historique, évidemment. Ça va pas être un documentaire, évidemment, et encore heureux, parce que les gens qui attendent d'un film historique qu'il soit un documentaire jusqu'au moindre détail me cassent les couilles, et cassent les couilles à tout le monde. Les gens qui tiennent, il manque un drapeau ici, il manque une aigle ici, là. Ça casse les couilles à tout le monde, c'est bon. C'est un film. Un film, c'est censé faire des entrées, c'est censé s'adresser au grand public, voilà. Donc ça ne sera pas un film documentaire, et ça ne sera pas non plus un film historique. Il ne faut pas attendre ça de Ridley Scott. Ce sera un biopic, encore un anglicisme, un biopic axé autour de Napoléon Self-Made Man. Voilà, il faut pas vous attendre à autre chose que ça. Si vous attendez à autre chose que ça, vous allez être déçus. Moi, si je suis hypé, c'est parce que c'est ce que j'attends. Pour moi, ça va être 2h30 d'intensité, 2h30 d'action, d'ambition, et puis on va en ressortir des étoiles plein les yeux. Le public mondial va en ressortir des étoiles plein les yeux. Et pour moi, c'est une formidable publicité pour Napoléon, pour la France. Vous préférez quoi, les gars, au bout d'un moment? Bon, dans le sondage, vous dites que vous êtes quand même emballé par le film, même si certains attendent évidemment pour le voir. Mais vous préférez quoi? Vous préférez qu'on soit traité de lâche et totalement occulté comme dans le Dunkerque de Christopher Nolan? Ou vous préférez qu'un réalisateur, certes pas français, donc pas légitime, s'empare de l'un de nos personnages pour lui donner un côté un peu trop self-made man et un peu trop ambitieux, etc. Moi je suis désolé, j'attends ce film, je pense que ça va être une très bonne publicité, ça va peut-être déclencher de l'intérêt chez certaines personnes, chez le public américain qui est très américano-centré. Quand ils vont voir ça, ils vont se dire putain mais les Avengers c'est de la merde à côté. Napoléon c'était un putain d'Avengers avant l'heure quoi. Pour moi c'est le but de ce film et je l'attends avec impatience. Ensuite, pour ce qui est de la réalité historique, etc., il faudra attendre le fameux projet enterré de Stanley Kubrick qui semble avoir été déterré par Steven Spielberg. Encore un américain, je sais, mais les Français s'en occupent pas, c'est pas de ma faute. Hein. Tu attends vraiment une pub pour la France de la part de Ridley Scott après son traitement du roi de France? Son traitement du roi de France... oui, mais j'avais fait une vidéo sur le dernier duel qui était un film pour moi avec un prisme féministe. Mais c'était pas un film hostile. Ridley Scott aime sincèrement l'histoire de France. Après, c'est un anglais, il est maladroit, mais pour moi, il n'y avait pas d'hostilité derrière. La série HBO avec de Spielberg, je pense que là, il faudra attendre plus de sérieux. Mais pour ce film-là, il faut attendre un biopic chargé en testostérone et en adrénaline, et c'est tout. Et ça va être énorme, je pense que ça va être énorme. Après, bon, si le film est à chier, ben, je le dirai. Hein. Mais moi, la bande-annonce me hype.
et ne me déçoit pas, les erreurs, les détails ne me déçoivent pas, les incohérences non plus, parce que je pense que tout s'inscrit dans une même vision qui est de faire un biopic chargé en adrénaline sur le self-made man Napoléon, qui est parti de rien entre guillemets et qui est devenu le maître du monde. C'est cette image que Ridley Scott va vendre à l'international et il ne faut pas cracher dessus, surtout en pinaillant pour des conneries. Voilà, c'est tout ce que je dis. Gladiator, regardez Gladiator, c'est pareil, c'est pas du tout cohérent historiquement, il y a énormément d'erreurs, à la fin c'est n'importe quoi, ils rétablissent la République. Pourtant Gladiator a fait aimer s'intéresser à la Rome antique à pas mal de gens, moi le premier. Maintenant, mentalement, dans ma tête, Gladiator c'est 2000 je crois, donc j'avais 11 ans. Dans ma tête, quand je pense Rome, je pense à l'incroyable armée romaine contre les Germains au début, très 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 stylé. Et ça a imprégné cette image en moi, et c'est positif. Ensuite, ceux qui veulent creuser, iront creuser. Mais en tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que... Enfin non, je peux pas vous le garantir. J'aurais l'air d'un con en plus si c'est pas le cas. Mais je pense que ce film donnera sans doute une image inexacte du parcours de Napoléon, sans doute une vision erronée sur ce qu'était Napoléon, parce que Ridley Scott, c'est pas un intellectuel, hein, bon. Mais il ne donnera pas une image négative de Napoléon. C'est ce que je dis. Et Phoenix, pour moi, je suis désolé, je le défends bec et ongle. Déjà à l'époque de Gladiator, je me disais, parce qu'il jouait l'empereur Commode dans Gladiator, je me disais, il ferait un formidable Napoléon. Donc ça fait plus de... Gladiator, c'est quand? C'est 2000. Donc ça fait plus de 23 ans que je me dis, Joaquin Phoenix ferait un très bon Napoléon. Et là, il s'avère que... Ah oui, et pour ceux qui disent que Phoenix est trop vieux, alors oui, je vais pas dire le contraire, il est vieux, mais il a 48 ans. Si je dis pas de bêtises, oui, je vais aller vérifier. 48 ans, je crois. Joaquin Phoenix. J'arrive jamais à écrire son nom correctement. Il a 48 ans, c'est ça. Clavier, j'avais vérifié, hein, Clavier... Christian... Clavier est né en 52, ce qui veut dire que quand le Napoléon est sorti en 2002, il avait 50 ans. Clavier avait 50 ans quand la mini-série Napoléon est sortie et personne n'a hurlé ah gna gna gna, il est trop vieux, je sais pas quoi, mes couilles. Là, Phoenix, je suis désolé, et je trouve qu'il a quand même été un peu rajeuni dans les scènes du début. On voit que sa peau est un peu lissée, genre il y a un filtre ou je sais pas quoi. Donc arrêtez de chouiner sur Joaquin Phoenix, je trouve qu'il est... Je dirais pas parfait, mais il est très très bon pour ce rôle. Le seul défaut, ce serait son bec de lièvre, là je crois que ça s'appelle comme ça, qui est vraiment trop prononcé. Et aussi, c'est vrai, son côté un peu sous Xanax. Et ça, je pense que c'est le storytelling de Ridley Scott. C'est ce côté impitoyable, concentré sur ses ambitions, ses objectifs. Mais c'est comme ça un peu qu'était Napoléon en public, hein. Napoléon en privé, il était très jovial, très chaleureux. Mais en public, il était comme ça. Et le youtubeur que j'ai cité tout à l'heure a reproché à Joaquin Phoenix d'être un peu trop livide, pâle et pas du tout avenant, mais c'était tout Bonaparte à l'époque, hein. C'était un cadavre ambulant à l'époque, il faisait peur, hein. Il avait les cheveux mal peignés, donc moi j'ai pas de problème avec Phoenix. J'ai pas été contacté pour le rôle de Lan, non malheureusement. D'ailleurs je pense pas que Lan soit dans le film, et ni Murat, ce qui est bien dommage. Et ils ont mis Davout, mais va-t-il jouer un rôle important? Je ne sais pas. Mais le film va brosser tellement pendant 2h30. À la base, c'était même pas censé couvrir la vie de Napoléon, hein. Déjà, il a changé le nom, ça devait être Kid Bag au début, ensuite il a rechangé le nom. Ça devait être l'histoire de l'ascension au début. Des débuts de Bonaparte jusqu'à la prise de pouvoir. Il aurait pu faire un 2, ça aurait été très bien comme ça. Et ensuite, je sais pas pourquoi, il s'est dit tiens, bon, on va tout faire. Bon voilà, il a tout fait et je pense qu'on va survoler énormément de choses, qu'on va passer à côté de plein de personnages. Mais pour creuser autant de personnages, il va falloir attendre la série de Spielberg. Ok, bon, finalement j'ai réussi à aller au bout de ma bande-annonce malgré ma fièvre. Je vais discuter vite fait avec vous et ensuite j'irai me reposer. Parce que je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début que j'ai de la fièvre.
Et je pense que je ferai un autre live plus construit après coup. J'irai lire l'article d'Arthur Chevalier et puis on en parlera de manière plus posée. Et on fera peut-être même un Napoléon Total War pour fêter ça. Si c'est effectivement un rythme comme les Affranchis, moi je dis oui, je pense que ce sera ça. Ça m'en a tout l'air. Après, les bandes annonces sont toujours très... très frénétiques, ça donne envie, quoi. Merci beaucoup, la SkyFR, pour le Prime. Merci, mec. Les bandes annonces, moi, elles me régalent toujours, et après, le film n'est pas toujours à la hauteur. Mais en tout cas, vu... Je me répète, mais vu toutes les scènes, toutes les périodes que ça a l'air de traiter, je pense que le film va être très très condensé et que tout va s'enchaîner très vite. Je pense pas qu'on aura de très longues scènes de dialogue très profondes. Je pense que tout va aller très vite. Oui, c'est ça, Scorsese, c'est toujours l'ascension fulgurante, ensuite la jouissance et la chute. C'est le cas dans le Loup de Wall Street, c'est le cas dans Les Affranchis, dans Casino, voilà. Un Tom Sizemore de la grande époque aurait été parfait, oui. Je disais avant que j'ai prévu une question bonus à David Chantran pour parler de cette BA. Mais quelle est ta chaîne, Mako? N'hésite pas, je sais pas si on a le droit de mettre des liens là, mais n'hésite pas à donner le nom de ta chaîne pour que les gens puissent aller voir. Je ne sais pas qui fait la musique de ce film d'ailleurs, je vais aller voir sur Wikipédia. Distribution, blablabla, Taraïm. Ah, il y a Colincourt. Alors il y a Napoléon évidemment, Joséphine, il y a Barras, il y a Colincourt. Est-ce que c'était pas Colincourt tout à l'heure? Teresa Talian, ok. Lucien Bonaparte, Davout, Charles-Henri Sanson. Ah, il y a Sanson. Ah oui, le bourreau pour le... Je suis bête. Le tsar Alexandre Ier. Talleyrand. Ah, il y a Ney. Il y a Michel Ney. Qu'on verra peut-être à Laffray, alors qu'il n'était pas à Laffray, mais bon, voilà. Junot. Bourrienne. Hoche. La Bédoyère. Marchand. Peut-être... Est-ce qu'on voit Sainte-Hélène? En tout cas, on n'a pas vu Sainte-Hélène dans la bande-annonce. Le duc d'Enghien. Alors, ils ont même traité le duc d'Enghien. Je vous dis, ça va être... 2h30, ça va être fou. S'ils traitent tout, ça va être incroyable. Et Blücher, bien sûr, et il en manque certainement. Ah oui, et pour... je vais citer Ridley Scott pour appuyer mes propos. À propos de Joaquin Phoenix, que je défends encore une fois bec et ongle. Aucun acteur ne pourra jamais incarner Napoléon comme Joaquin. Il a créé l'un des empereurs les plus complexes de l'histoire du cinéma, Commode, dans Gladiator, et nous créerons un autre empereur de légende avec son Napoléon. Moi, je le valide, pas à 100%, mais je le valide à 95%, Joaquin Phoenix. Ça va être condensé comme le péplum sur Alexandre. Alors je l'ai vu il y a tellement longtemps, le péplum sur Alexandre, que je n'en ai plus aucun souvenir. La quiche historique, ok, donc si ça vous intéresse, allez voir la chaîne de Mako, la quiche historique, et j'irai voir aussi de mon côté. Murat, c'était plutôt une sorte de pattonne, je vois pas du tout Danny Boone dans le rôle de Murat. Arrêtez, arrêtez. Mais j'aimerais bien faire intervenir un spécialiste pour parler de cette bande-annonce, et je vais essayer de vous prévoir ça pour le prochain stream. On aurait aimé 2 parties, oui. Mais pour ça, c'est vrai, il aurait dû faire ce qu'il voulait faire dès le départ, c'est-à-dire l'ascension, et ensuite, après le sacre. Et on attend sur Spielberg pour faire une série qui pourra rentrer plus en détail. Du coup, qui a fait la musique? Bah, j'ai pas trouvé. Sur la page Wikipédia France. Ah, la musique du film est composée par Steve Jablonski. Je ne connais pas, il a fait quoi lui? Il a fait Massacre à la tronçonneuse, Amityville, ah, il fait que des films d'horreur quoi. Vendredi 13, ouais, c'est un compositeur de films d'horreur en fait. Il a fait Tortue Ninja 2. Bon, il en a fait plein, là je vous lis que Du sang et des larmes. Napoléon de Ridley Scott, Red Notice, Bloodshot, ouais, il a pas fait des films très connus et il est surtout axé sur... Il a fait Transformers.
Ouais, c'est un compositeur de films d'action et horreur, quoi. Ok. Excellent Steve Jablonski. Ok, bah moi perso je ne connais pas. Je ne jure que par Hans Zimmer et par... comment il s'appelle? Putain, j'ai oublié son nom. Ça, c'est la fièvre. Hein. Le mec qui fait les musiques des films de Sam Mendes. Comment il s'appelle? Thomas Newman. Voilà. Bon, messieurs, je suis au regret de vous annoncer que je vais vous laisser. J'espère quand même que ça vous a plu. Et que mes commentaires ont été pertinents. J'espère que vous comprenez où je veux en venir et pourquoi ce film m'emballe. Pas pour des raisons de véracité historique, encore une fois. Mais on se refera un stream et j'essaierai d'inviter quelqu'un pour en parler.